Ouais, j'entends que c'est This meeting will be recorded. Du coup, je vais commencer les gens qui arriveront en cours, au pire, je leur écrirai des messages pour leur expliquer. D'accord. Euh, on se retrouve aujourd'hui pour une conférence nommée c'est l'ingénieur et l'acteur utile au centre des progrès et des changements du monde. Donc avec Monsieur Commer, qui a travaillé pour le ministère de l'Agriculture, puis pour le ministère de la Recherche ces 15 dernières années. Donc, je vais vous laisser la parole juste après. Juste avant, je vais donner du coup quelques consignes pour les questions. Donc, on va laisser le chat ouvert à tout le monde pour que vous puissiez répondre aux questions et en poser vous-même. Pour des questions, disons, plutôt, ou dans lesquelles il ne nécessite pas une réponse rapide, vous pouvez les poser dans Q&A ou Q&R, ça dépend des versions que vous avez. Ils seront plus facilement traitables pour moi, et du coup, on pourra y répondre à la fin. Et pour poser vos questions donc, dans le chat, soit vous utilisez l'onglet All Panelists ou directement Host and Présentateur. Comme ça, on verra les questions sans aucun souci. Donc, c'est bon pour moi. Je vous laisse la parole, Monsieur Commer. Bonjour à tous. Je suis ravi d'avoir cette occasion de présenter mon expérience d'ingénieur puisque je viens de prendre ma retraite et après 44 ans de carrière au service de l'État essentiellement, un petit passage dans le privé. Euh, et donc l'idée c'est d'apporter des éléments de mon expérience qui est ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle n'est pas la vérité. Mais une façon de voir les choses euh, par rapport à ce qui vous attend dans la vie. Et j'ai relu le programme de terminale SVT qui dit que, comme tous les enseignements, la spécialité contribue au développement des compétences orales, à préciser la pensée, expliciter le raisonnement et de faire évoluer sa pensée jusqu'à la remettre en cause et accéder à la vérité par la preuve. Et ça veut dire que l'esprit critique est particulièrement nécessaire face à la quantité croissance des mises en question des apports des sciences. Comme j'ai travaillé pour le ministère de la Recherche, je vais parler pas mal de sciences. Et on voit effectivement que beaucoup de mises en question autour des apports des sciences. Il y a deux façons de les voir. Les apports des sciences remettent en question des façons dont on a de voir le monde. Ils ont permis de voir que le ciel, la Terre n'était plus au centre du monde et plus tard que le Soleil n'est plus au centre de la galaxie. Et il y a une autre façon, c'est que maintenant, on remet en cause les apports des sciences. Il y a des gens qui remettent en cause la théorie de Darwin. Alors, je ne rentre pas dans la philosophie aujourd'hui. Il y a des conférences qui sont très bonnes par des gens, des scientifiques, et j'en ai écouté une qui est extrêmement intéressante sur la philosophie des sciences, qui est Aurélien Barraud, qui est astrophysicien à l'Université de Grenoble, qui a fait une série de conférences dans lesquelles il parle de la position de la science par rapport à la vision du monde. C'est très enrichissant, donc je ne m'entendrai pas là-dessus. Alors le titre qui était proposé par l'Institut Polytechnique, l'ingénieur, un acteur utile au centre des progrès et des changements du monde, je me suis permis de rajouter une point d'interrogation parce que c'est plus de questions pour moi qu'une assurance. Acteur certainement, utile, je l'espère. Au centre des progrès, est-ce que l'ingénieur est vraiment au centre des progrès? La question se pose. Et est-ce que les changements du monde, est-ce qu'il est utile au changement du monde et est-ce que ces changements sont souhaitables? Alors, pour se donner un petit peu de vision positive, on va citer Henri Bergson, le philosophe français, qui dit que l'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire. Alors, c'est une belle phrase, mais ce qui est compliqué, c'est de savoir ce que les autres vont faire, parce qu'on est nombreux sur Terre, à 9 ou 10 milliards, et ben on n'est pas seul à penser ce que va être l'avenir, et donc c'est quand même utile de savoir comment les autres se prévoient l'avenir. Et ce que je vous propose, dans la notion d'acteur des changements du monde, c'est de faire un petit retour en arrière, parce que quand on se demande et qu'on ne sait pas où on va, le proverbe africain, alors pourquoi l'Afrique? Parce que bien sûr, Homo sapiens est venu d'Afrique, donc là on y retourne. Et le proverbe africain dit, je ne sais pas, si tu ne sais pas où tu vas, retourne d'où tu viens. Alors quand le temps, on ne peut pas remonter le temps, eh bien on transforme le proverbe en disant, si on ne sait pas où on va, on regarde d'où on vient.
Alors, je vais en parler un peu. On va bien s'apercevoir que d'où on vient amène de nouveaux défis qui seront un peu le cadre dans lequel votre vie va se passer. Donc, il y a la mondialisation qui maintenant est bien établie. Avec les échanges mondiaux, on a vu à quel point un virus pouvait se répandre en quelques semaines dans le monde entier, alors qu'il vient d'un contact entre deux animaux et quelques hommes. Le réchauffement climatique, l'épuisement des énergies fossiles qui sont en quantité limitée, des ressources, on va en parler, l'érosion de la biodiversité et du monde vivant. Et moi, ce que je propose, c'est de faire un regard sur les changements tels que je les ai vécus moi. Donc, c'est vraiment une vision personnelle que je vous apporte au cours d'une carrière qui n'a pas donc la vocation à être une vérité, mais à poser des questions et à s'interroger. Et même, je suis preneur de questions et de critiques ou d'interrogations. Et comme j'ai fait une carrière dans le domaine de la recherche scientifique, j'ai commencé, après ma formation d'ingénieur, à faire une thèse en biologie. Donc c'était un peu sortir des chemins battus, des sentiers battus, de vouloir faire une thèse en biologie alors que j'avais appris la physique, la mécanique quantique, les espaces hilbertiens, etc. Donc fait beaucoup de maths et de physique. J'ai choisi la biologie parce que c'était nouveau quand j'ai quand je suis sorti de l'école, il y avait le livre blanc sur la biologie. On va voir que c'est un domaine qui a beaucoup avancé. Euh, et ensuite, donc pour terminer sur ce que je peux dire de ma carrière, après être sorti de l'école et ma thèse, je suis rentré au ministère de l'Agriculture. J'ai fait une partie de ma carrière au ministère de l'Agriculture, une partie aux Affaires étrangères. J'étais en mission en Chine pendant 4 ans. Et ensuite, en revenant, je suis passé par une partie privée, une partie laboratoire public et les 15 dernières années au ministère de la Recherche où je m'occupais de secteurs, de sujets liés à l'environnement et plus particulièrement de la mer. Alors, quand on parle de changement, bien sûr, ce que l'on voit depuis le début du siècle, c'est le réchauffement de la planète. Et voilà, vous avez un aspect des endroits où on voit que à peu près partout sur toute la Terre, la température augmente entre 0,2, 0,5 et 2,5 degrés, même si pas loin du Groenland, il y a un endroit où elles auraient baissé de 0,2 degrés, ce qui n'est rien par rapport à l'augmentation du reste. Étant passionné par la science et la recherche, j'ai mis l'invention au centre des moteurs des changements. Et je rajouterais que les changements, alors, ils sont guidés ou orientés par des conquêtes. Conquête de nouveaux espaces, découverte de l'Amérique, etc. Enfin, conquête de l'espace. Tout ce qui accompagne ce qu'on peut voir sur les conquêtes à travers la culture, la littérature, le cinéma. Pour faire ces conquêtes, la motivation de conquête est souvent l'accès aux ressources. On voit bien que l'accès au charbon a été de la Deuxième Guerre mondiale. Au pétrole a lancé des guerres dans le Moyen-Orient. L'industrie a besoin des ressources, l'industrie sert à aller chercher des ressources et beaucoup d'inventions viennent des guerres qui sont l'extrapolation de tout ça. La science et technologie jouent bien sûr un rôle en amont et en aval, puisque avoir des ressources et de l'industrie permet d'avoir des moyens pour faire de la science, et laquelle science amène de nouvelles conquêtes, etc. Alors pour la science, on connaît la physique, la chimie, la biologie, les sciences humaines, je ne m'étends pas. Les progrès des ressources permettent d'augmenter la population. Quand on a plus à manger, on peut se développer, faire des enfants et croître et multiplier, comme le dit la Bible. Ensuite, il y a des incidences en termes d'organisation, la création des empires, enfin, commençant par l'empire égyptien, les empires en Asie, les empires en Europe avec l'empire romain, l'empire austro-hongrois, romain germanique, etc., avec des histoires des empires qui montrent qu'il y a une évolution des gouvernances. Et les derniers, en date, on en reparlera, on en voit, il y a les États-Unis, l'Europe, l'Asie, avec la Chine. Et bien sûr, ce qui est le critère, mais que moi je ne mettrais pas en premier, qui est l'économie et le PIB, qui est la traduction en termes de conventions monétaires, de tous ces échanges. Voilà. Donc l'histoire du monde, l'invention est autour de ça, je ne m'étends pas plus dessus. Mais je pense que c'est bien d'avoir en tête qu'on peut raconter l'histoire de 1000 façons différentes en prenant un sujet, en regardant les relations avec l'autre dans un sens ou dans l'autre. C'est ce que je voulais dire.
Alors, l'exercice qui m'a intéressé en préparant cette conférence, c'est de dire qu'est-ce qui n'a pas changé et qu'est-ce qui a changé, en prenant quelques exemples dans la vie courante. On va parler d'énergie, de ressources, les plus anciennes, le fer, le cuivre, l'aluminium, puis de nouvelles ressources. La mobilité, les gens sont déplacés, ils se déplacent un peu plus vite qu'autrefois. La communication, le calcul, les aliments. Pour ne prendre qu'un exemple de choses qui ne sont pas des révolutions, parce que le verre existe depuis les Égyptiens, mais quand on regarde sur 300 ans la façon dont on produit le verre, le nombre d'heures de travail par mètre carré de verre produit, on voit qu'il y a des améliorations qui ont fait que en continuité. Donc ces choses-là ne sont pas révolutionnaires parce que le verre existe depuis très longtemps et la façon de le produire, lui, a fait évoluer les sociétés. Juste comme un exemple de changement. Et donc, si on regarde parmi les choses qui ont changé, bien sûr, en énergie, c'est les sources d'énergie, puisqu'on s'est transformé du charbon vers des énergies éoliennes avec les moulins à vent, le cheval pour transformer vers le pétrole, le charbon, puis le pétrole et maintenant le gaz. Les quantités et les répartitions utilisées. Les ressources, autrefois on faisait des épées avec du fer, de la vaisselle avec du cuivre, puis de l'aluminium. Et maintenant, pour fabriquer un téléphone portable ou une éolienne, eh bien, il y a une quarantaine de métaux différents, dont des terres rares, qui ne se trouvent pas n'importe où et qui peuvent poser des problèmes d'approvisionnement. En termes de mobilité, la distance et la vitesse, je ne vous parle pas de l'avion, vous connaissez ça, qui n'existait pas avant le début du siècle. Et en communication, le calcul électronique. Et les aliments, alors les aliments, on va en reparler, mais ce qu'on peut dire, ce qui a changé, c'est les circuits d'approvisionnement. On pense au Forum des Halles à Paris, pour ceux qui ont visité, eh bien autrefois, c'était un abattoir. Et l'abattoir est sorti, il a été mis à l'extérieur, et ce qui arrive dans Paris, c'est des produits dans un camion qui sont réfrigérés, transformés en barquettes, voilà. Et puis l'étiquetage des aliments, on va en reparler. Alors voilà, un petit quiz. Est-ce que c'est des aliments anciens ou modernes? Alors ceux qui ont déjà la réponse, la deuxième question, c'est quels sont les points communs et les différences entre ces aliments? Alors moi je vois le chat. Donc si quelqu'un veut prendre la parole, je ne sais pas comment il fait, je vais essayer de tester, voir s'il y a quelqu'un qui veut lever la main ou prendre la parole, mais C'est vrai que si quelqu'un euh, veut prendre la parole, il peut limite lever la bravo. main et Alors, j'essaierai de... une bonne réponse, je vois une bonne réponse de Luc qui dit la fermentation, effectivement. Fermentation. Alors, fermentation, on a dit différente entre la ligne du bas et les deux produits du haut. Une petite différence aussi. Il y a quelqu'un qui lève la main, donc je peux lui donner la parole en soi, si vous voulez. Ça vous convient? Alors, ces aliments, j'imagine que vous en avez tous consommé ou vu consommer. Donc, c'est des aliments modernes, mais en fait, ils ont peut-être plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'années d'historique. Alors, pour ceux du bas, bien évidemment, c'est la levure qui fait fermenter l'amidon de l'orge dans la bière, du blé dans le pain et et le sucre du raisin dans le vin. Et en haut, plutôt des bactéries dans le yaourt, puisqu'il est vendu avec des bactéries vivantes, le lactobacillus et les streptocoques. Et puis dans le fromage, celui-là, j'ai choisi un bleu, puisqu'il y a des champignons qui donnent la couleur bleue, qui ont permis d'ailleurs à Pasteur d'inventer la pénicilline comme antibiotique. Donc ces aliments, on les mange toujours, vous en avez tous consommé. Par contre, on voit bien que dans le système de distribution, maintenant, ce qui surprend, ce qu'on achète, c'est plus un aliment qu'on touche, c'est un emballage. Ce qui surprend en plus, c'est qu'au XXIe siècle, c'est de voir des rayons qui sont vides. Alors ça, c'est dans l'histoire de l'humanité, c'est quand même une exception d'être habitué à avoir des rayons pleins parce que mes parents ont vécu, mon père avait des tickets de rationnement quand il était jeune et ma mère a partagé le pain dans sa famille en pesant la ration de chacun sur un pèse-lettres. Pour vous dire que pendant la guerre, c'est pas si loin, c'était mes parents. Alors, quand on dit emballage, bien sûr, il y a l'image qui va attirer, qui va essayer d'attirer le consommateur, ça c'est le marketing. Et ce qui s'ajoute à ça, c'est de l'étiquetage. Donc maintenant, on achète non plus un aliment, mais on achète des calories avec des glucides, des protéines, des lipides, des fibres, du sodium.
Euh, Certaines étiquetages ont une valeur un peu plus globale, comme l'agriculture biologique, qui garantit, qui est un peu une trace de l'engagement de respecter des modes de production respectueux de l'environnement. Il se trouve que j'ai, dans ma carrière au ministère de l'Agriculture, j'étais sous-directeur à l'époque où les règlements sont sortis et que c'est moi qui ai dû signer le label qui est maintenant déposé à l'INPI et que vous voyez sur les produits. Et quelques années plus tard, l'Europe a bien sûr également fait un logo. Alors ça ne s'arrête pas là parce qu'il y a une nouvelle type d'étiquetage. Comme tout ça, c'est assez compliqué et que beaucoup de gens ne s'y retrouvent pas. Des chercheurs sur la nutrition ont inventé une note, un peu comme quand on va à l'école, un peu plus simple, ABCDE. C'est comme en maternelle, que je n'ai pas vécu, mais que j'ai pas vécu les notes ABCDE. Moi, j'étais les notes de 1 à 20 de la primaire jusqu'à l'école. Mais mes frères et sœurs et les générations suivantes ont connu ces notes. Eh bien, on va mettre ces notes sur le Nutri-Score des aliments. Et je viens de découvrir une nouvelle notion de note globale qui va être mise en avant pour dire que le mode de production respecte des objectifs du développement durable qui ont été adoptés au niveau mondial par l'ONU. J'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est pour dire que c'est quelque chose qui va peut-être se développer. Sur la logistique, je ne peux pas ne pas parler de transport du froid, avec bien sûr l'invention des machines frigorifiques et le premier transport maritime de viande congelée de l'Europe vers l'Argentine avec un navire qui s'appelait le Frigorifique en 1876. Et pour ma part, dans ma carrière, j'ai été responsable d'unité de recherche sur le froid à Antony et on avait un tunnel pour tester les camions frigorifiques, vérifier qu'ils avaient la bonne isolation et la bonne puissance pour obtenir les températures requises pour les produits. Et ensuite, j'ai dirigé pendant 5 ans une filiale du CEMAGREF qui a été créée pour développer la certification des équipements pour la chaîne du froid. Voilà, et cette société s'appelle le CEMAFROID et je l'ai quittée il y a 15 ans pour aller au ministère de la Recherche. La photo date de 2004. Deuxième quiz sur cet exposé, c'est que penser de ce que je vous présente là dans les changements, ce qui a changé, ce qui n'a pas changé, qu'est-ce que ça vous fait penser? À quoi ça vous fait penser? Et puis au passage, s'il y a des gens qui reconnaissent la personne en bas à droite ou la pièce en bas à gauche, ils peuvent le dire. Donc je vous laisse méditer sur ce que ça représente. Alors, je vois que Lopez Maeva avait répondu ancien fermentation lactique sur la première ligne, donc pour le yaourt et le fromage. Tout à fait, bravo, bonne réponse. Donc, j'ai parlé tout à l'heure d'énergie, de mobilité. Bien sûr, on a entendu, les deux sont très liés. Mobilité, le train, ça n'a pas changé, on se transporte en train. Vous me direz que maintenant, on se transporte avec des trains électriques. Oui, mais est-ce que l'électricité est produite? Comment est produite l'électricité? On va voir que le charbon est encore actif. À droite, bien sûr, c'est l'énergie nucléaire, qui est une façon de produire de l'électricité. Dans le travail d'ingénieur, bien sûr, il y a l'invention de ces machines-là qui permettent de produire des trains. Finalement, la centrale nucléaire, c'est comme une machine à vapeur, puisqu'elle fait tourner une machine. Elle fait tourner une machine qui va ensuite produire, compresser de la vapeur pour la condenser et faire tourner des machines. Donc on est exactement dans le même principe de thermodynamique entre le train et la centrale nucléaire. La source n'est pas la même, d'un côté le charbon et de l'autre côté l'uranium qui vient de mines qui sont plus loin. En dessous, des succès de technologie, des réussites des ingénieurs. Donc j'ai mis deux avions supersoniques, le Concorde qui a été développé par la France et l'Angleterre. Et il y a deux façons de développer, soit on invente soi-même, soit on copie. Et le deuxième, bien sûr, c'est le Tupolev qui a été construit par les Russes, qui est une imitation. Et ce qui leur a manqué, c'est une petite connaissance sur la façon dont les ailes étaient conçues pour permettre l'atterrissage. Et je crois qu'il y en a qui se sont écrasés. Donc le Tupolev n'a pas eu la même carrière que le Concorde. Le Concorde a fini par s'écraser, mais pour d'autres raisons.
Alors, si j'ai mis en bas à droite le général de Gaulle, c'est qu'il était président de la République l'année où je suis né et que c'est lui qui a lancé les grands. Il avait été, euh, comment dire, emprisonné pendant la Première Guerre mondiale et je pense qu'il a beaucoup souffert et donc la notion d'indépendance et de pas d'autonomie mais de souveraineté nationale l'a beaucoup conduit ensuite à atteindre les plus hautes fonctions en France et c'est pour ça qu'il a défendu le fait de faire un avion plus rapide que les autres pour relier Paris et New York en 2 heures et une énergie qui ne dépendait pas du charbon puisqu'on n'avait pas de pétrole et bon avant l'heure il avait inventé le slogan nous n'avons pas de pétrole mais nous avons des idées. Alors, parmi les choses qui n'ont pas changé c'est la pièce de monnaie ronde même si maintenant elle est plus numérique et qu'elle s'appelle l'euro, mais le franc que j'ai connu moi, il valait 100 francs que mes parents ont connu. Donc il y a des petits changements comme ça. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? C'est également pour dire que dans le domaine de l'énergie, on voit des, des, des constantes et puis des changements. Alors c'est des graphiques qui sont faits par une personne qui fait des conférences sur l'avenir énergétique et ressources dans une société qui s'appelle Carbone 4 et qui commence à être un peu connue sur Internet, qui s'appelle Jean-Marc Jancovici et qui porte un peu une initiative de think tank, c'est-à-dire un lieu de réflexion entre des gens qui sont motivés pour réfléchir comment faire évoluer la société pour se passer du pétrole et des énergies fossiles. Donc voilà, par exemple, pour l'Union européenne, on voit que les énergies fossiles ont permis le développement. Vous avez en bas le charbon qui baisse. Moi, j'ai habité à Saint-Étienne, où on a vu les mines de charbon fermées. Et puis, dans les années qui ont suivi, les métallurgies qui dépendaient du charbon fermées également parce qu'elles n'étaient plus compétitives. Donc, le fait, la source d'énergie est très dépendante. Enfin, la localisation des énergies conditionne souvent la localisation des industries. Le pétrole se maintient, même si on a commencé à atteindre le pic en 2008. Le gaz a commencé à remplacer, est plus facile à distribuer, notamment pour les chauffages et pour certaines applications. On voit que le nucléaire représente encore moins de 15% de l'énergie totale utilisée en Europe. L'hydrolien, on est un peu à la limite de ce qu'on peut faire parce que mettre un nouveau barrage, c'est difficile. Et puis les nouvelles énergies, il va falloir quand même peut-être, si on multiplie l'échelle, imagine qu'il va falloir peut-être 1 ou 2 siècles pour arriver à remplacer toutes les énergies fossiles par produire la même quantité par des énergies renouvelables. Donc voilà ce qui fait méditer en disant que l'Europe, on est encore 3/4 dépendant des énergies fossiles. Deuxième type d'approche qui peut poser question, c'est pour fabriquer les machines dont on a besoin, les téléphones portables, les éoliennes, les panneaux solaires, etc. Les serveurs qui nous permettent d'être connectés aujourd'hui, eh bien, il y a des importances stratégiques selon les différents métaux et des risques sur les approvisionnements qui dépendent. Et donc, l'organisme qui fait ces analyses stratégiques s'appelle le BRGM, le Bureau des recherches géologiques et minières. Et on voit par exemple tout en haut au milieu que le cuivre, il est dans la zone jaune quand même en termes de risques sur les approvisionnements. Et que si on va dans les risques moyens et forts, on arrive dans des choses qui sont très nécessaires pour les technologies les plus modernes. Voilà, c'est juste une illustration d'informations qui sont analysées. Je continue donc sur les énergies, ce qui a changé. Je reviens à mon transparence sur ce qui n'a pas changé, ce qui a changé. Donc, vous voyez, il y a pas mal de questions de façon d'aborder ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. J'aborde une deuxième partie sur cet aspect-là et je vous laisse également méditer sur un deuxième ensemble de choses qui ont changé ou pas changé. Ah bravo, je vois que Victor a dit que le franc français a été remplacé en 2000 par l'euro. Très bonne réponse. Et donc en 1960, 60 et 65, je ne me souviens plus, le franc français que vous avez vu, lui, remplaçait l'ancien franc, 100 anciens francs. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée sur
qui est commun, différent enfin, pourquoi j'ai rassemblé ça? C'est un peu de la devinette. Donc j'ai mis en bas à gauche. Donc là, j'ai voulu parler du numérique. En bas à gauche, le premier ordinateur, le modèle que j'ai acheté, voilà, je l'ai acheté en 1980-82 pour préparer ma thèse. La mémoire vive faisait 64 kilooctets. Mon petit téléphone portable fait 32 gigaoctets. Je n'ose pas faire la différence pour savoir la différence de capacité qu'il y a. Les disquettes faisaient 128 kilooctets de mémoire. Voilà, donc une image telle que vous la voyez remplissait une des disquettes que j'utilisais pour taper ma thèse. Et à l'époque, il m'avait coûté 6 000 euros valeur 2018 et 2 mois et demi de salaire. Donc le numérique a quand même énormément changé le monde. Alors, on voit la valorisation du numérique dans deux domaines. Dans le domaine de la conquête spatiale, enfin de l'exploration spatiale, je veux dire, parce que la photo que vous voyez, c'est une photo de Voyager. C'est une sonde qui est partie de la Terre en 1977, si je ne me trompe pas, et qui a survolé Jupiter, Saturne, et qui s'est approché des autres planètes un peu plus loin, et qui est sortie du système solaire, et dont on espère qu'elle peut encore envoyer quelques données quelques années. Et ça, c'est grâce à la communication numérique, bien évidemment, qu'on a pu rester aussi longtemps, près de 40 ou 50 ans, en contact avec cette sonde qui sort de notre système solaire. Deuxième domaine dans lequel le numérique a changé les choses, bien entendu, l'ADN a été découvert chimiquement dans les années, première moitié du XXe siècle. Le fait que c'était le support des génétiques a été intuité dans les années 60, donc je crois que c'était en 58, l'année de ma naissance également, par Watson et Crick. Mais ce qui est arrivé grâce au numérique, c'est que maintenant on est capable de lire des séquences entières qui font des millions, des centaines de milliers de paires de bases et de faire des comparaisons et donc de comparer. Et par exemple, quand un nouveau virus est trouvé dans un malade d'une maladie qu'on ne connaît pas, en quelques semaines, pour pas dire quelques jours, on est capable de comparer la séquence génétique de ce virus avec celle qu'on trouve dans des milliers d'animaux, que ce soit des chauves-souris, des pangolins, des cochons ou d'autres, et de dire oui, ben ce virus, il y a de bonnes fortes probabilités qu'il vienne de tel processus. Donc voilà, une illustration de progrès de la biologie qui a été permis grâce au numérique. Alors, parmi les choses qui n'ont pas changé en physique et qui ont changé en physique et en chimie, la loi de la gravitation, bien sûr Newton dans le XVIIIe siècle, la relativité, Einstein au début du XXe siècle, en 1900 et quelques, il a fait sa première relativité restreinte, relativité générale. Qu'est-ce qui a changé depuis? C'est qu'on a pu fabriquer des fusées, les envoyer et observer des choses depuis l'espace, et donc arriver à une théorie de la création de l'univers qui est la théorie du Big Bang dans les années 70, je crois. Et plus récemment, il y a quelques années, 2 ou 3 ans, détecter des conséquences de cette théorie, qu'on a mis 100 ans à prouver, qui sont le fait que des ondes gravitationnelles, lorsque deux trous noirs ou deux étoiles fusionnent, elles déclenchent une émission d'ondes gravitationnelles que l'on arrive maintenant à détecter sur Terre. Voilà. Pour le domaine de la chimie, je suis moins calé, mais j'ai identifié les nanotubes de carbone qui vont avoir des applications qu'on connaît encore peu dans le public, les fullerènes, mais qui sans doute vont changer. Et puis comme j'en ai parlé, les grands progrès, c'est la biochimie, la chimie du vivant. Et en biologie, l'équivalent, c'est qu'en biologie, la biologie moléculaire, comment les gènes s'expriment, sont transformés en protéines, et tout ce qu'on apprend sur le code génétique. Donc il y a des choses qui ont changé, d'autres qui n'ont pas changé. Une petite illustration, par exemple, ne serait-ce qu'en botanique, c'est tout bête, mais autrefois, il fallait avoir des livres faits avec des dessins faits à la main par des dessinateurs artistes pour savoir reconnaître les plantes. Et maintenant, vous avez une application qui s'appelle PlanteNet, qui a été développée par des organismes de recherche français, donc le CIRAD sur la recherche agronomique tropicale
et l'INRIA, la recherche en automatique, qui permet, avec une intelligence artificielle, de reconnaître immédiatement la fleur, la plante que vous photographiez. Voilà, c'est une vision totalement différente. On n'a plus besoin d'avoir la mémoire en soi, et la mémoire est partagée et collective dans des serveurs qui ont enregistré des millions de photos et qui continuent de les enregistrer chaque fois qu'on en envoie. Alors, je voulais quand même évoquer l'aspect politique avec sur la gouvernance. C'est un domaine de changement dans lequel je dirais que j'ai dit les frontières n'ont pas changé. À part le fait que la France est en train d'étendre son plateau continental, enfin le monde entier étend son plateau continental jusqu'à 350 000 nautiques, au-delà des 200 000. Ça, c'est la dernière évolution qui permet d'aller à des ressources qui sont discutées internationalement. La Constitution n'a pas changé, le Parlement a 2 chambres, le gouvernement, à part que le mandat de président est passé de 7 à 5 ans, qu'on a ajouté le principe de précaution dans la Constitution, qu'on a créé l'Europe, l'acte unique en 87, le marché unique, l'élargissement de 12 à 28. Voilà, on a l'impression que les frontières ne bougent pas, et si j'ose dire, en y réfléchissant, je me dis que c'est parce que les conflits, enfin la concurrence, les champs de combat sont plutôt au niveau des ressources qui sont en dehors. C'est les ressources qu'on va trouver dans la mer du Nord, en Afrique, en Russie pour le pétrole, les ressources minérales, etc. Donc les conflits se passent plutôt en dehors d'Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui fait qu'il y a moins de sujets de frontières à travers la collaboration qu'on peut avoir en Europe. Et en ce qui concerne le monde, j'évoque justement l'ONU, la création de l'ONU au début, enfin première moitié du XXe siècle, et puis dans la deuxième moitié des sommets de la Terre, en se disant il y a des sujets quand même à traiter globalement, qui ont abouti il y a en 1 an ou 2, je crois, 2-3 ans, aux objectifs du développement durable, aux 17 objectifs que vous reconnaîtrez avec le logo, avec les 17 couleurs. Voilà. Et puis là, je vous ai mis en référence ce dont je parlais tout à l'heure. Le fait de mettre une note globale sur des produits alimentaires peut être une façon d'aider à la promotion de ces objectifs. J'avance. Voilà. Alors, parmi les objectifs, je veux pas parler pour parler de la biodiversité. C'était l'intérêt d'étudiants qui étaient à Polytechnique en 1978 et qui se sont amusés à peindre, j'en ai fait partie, des éléphants pour introduire la biodiversité sur le plateau de Saclay. Bon, mais l'érosion a fait que cette biodiversité a disparu aussi, elle est remplacée par autre chose. C'était une boutade, bien sûr. J'ai passé 4 ans en Chine et donc je me suis intéressé à l'Asie. Ce que je voulais dire, c'est montrer que l'Asie est une puissance dont on mesure maintenant l'importance avec notamment la Chine. Alors si on regarde la croissance du PIB par région, on voit que l'Asie était la première, pour autant qu'on puisse comparer les valeurs, les quantités de travail, les euros n'existaient pas à l'époque, ni les dollars. L'Asie était sans doute la plus développée en l'an 1000. En 1900, l'Europe de l'Ouest a pris les devants, rattrapée 50 ans plus tard par les USA après la Deuxième Guerre mondiale. L'Europe de l'Ouest, avec son élargissement et son développement économique, a rejoint les USA en 70, et puis l'Asie a dépassé à nouveau l'Europe et les USA réunis à partir de 1980, et maintenant elle est nettement au-dessus. Voilà, donc c'est un petit aperçu sur là où se passent des changements majeurs du monde. Alors pour parler de mon expérience, voilà comment était le Facebook ou le WhatsApp, ce que vous voulez, ou le Instagram de 1979. C'était ce qu'on appelle des Dazabao, donc des panneaux que les gens venaient lire. Et bien entendu, comme sur Facebook, un certain nombre de messages ou d'auteurs de messages sont interdits, eh ben, la Chine le gouvernement chinois avait interdit les Dazebao, ce qui a déclenché des mouvements, etc. Moi, j'étais en 89, donc 10 ans plus tard, il y a eu également une période de Dazebao, puis interdiction, répression, etc. Alors, la Chine
Quand on regarde son développement industriel et économique, on est assez surpris de voir, enfin, que dans les années 65, elle était vraiment à la sortie de 30 ans d'enfermement, et que l'ouverture dans les années 70, moi j'y suis allé en 87, l'ouverture commençait, et bien 15 ans plus tard, l'accélération a été prise et on a un développement de la consommation. Alors ce qui est assez qui interroge, c'est le fait que les énergies principalement au service de la Chine, c'est le charbon. On voit que c'est le charbon qui s'est développé et ça pose question sur le fait que on importe des Chines. Si on veut développer des énergies renouvelables carbone free, il faut quand même regarder de près comment elles ont été produites, si c'est des panneaux solaires par exemple, et quel est le bilan carbone des panneaux solaires produits, et de savoir si pendant 30 ans d'utilisation du panneau solaire, il va compenser les émissions qui ont été faites pour sa fabrication. Ça fait partie des questions que posent Jean-Marc Jancovici. Et si on veut comparer avec l'Europe, j'ai mis sur la même échelle verticale. J'étais obligé de condenser l'échelle horizontale, euh, mais on voit que la Chine, qui était largement en dessous de l'Europe en 65, a dépassé, ne serait-ce que par sa consommation de charbon, son énergie produite de charbon a dépassé l'Europe dans les années 2008-2009. Donc ça fait plus de 10 ans. Voilà, c'est des choses qui donnent à réfléchir. Et par contre, il y a des stabilités, je parlais de la stabilité politique. Le fait d'avoir un pays avec un seul parti fait que on a encore le président Mao à l'entrée de la cité interdite, qui était le lieu du gouvernement chinois des anciens empires, des anciennes dynasties, même si le gouvernement du Parti communiste s'est installé à côté, dans des bâtiments qui sont en dehors, qui sont comme on regarde le nord, ils sont à l'ouest de la cité interdite. Voilà, je voulais terminer mon exposé. Je vais être obligé d'aller plus vite parce que j'ai passé du temps sur cette partie-là, mais je regarde s'il y a des questions. Mao Zedong, voilà. Président Mao Zedong. La structuration récente sur la recherche, je vais aborder quelques sujets très rapidement. La structuration de la recherche aujourd'hui en France et globalement, je pense que la philosophie est à peu près la même dans les autres pays européens, c'est s'appuyer sur des organismes de recherche qui ont un budget relativement stabilisé, un périmètre relativement stabilisé, des unités de recherche. Donc c'est l'unité de recherche qui porte la thématique de recherche. Une unité, c'est un gros laboratoire qui peut aller de 15 à 150, 200 personnes. Qui définit ces thématiques de recherche avec une très grande autonomie par rapport à l'organisme. Et il y a beaucoup d'unités qui sont mixtes, des unités qui rassemblent des chercheurs de plusieurs organismes différents. Voilà. Donc on ne fait plus bouger les organismes comme on ne fait plus bouger les frontières européennes, j'allais dire. Par contre, les unités, les entreprises, c'est l'entreprise de la recherche, l'unité, elles sont des périmètres qui évoluent beaucoup plus, de façon beaucoup plus rapide et adaptée aux enjeux. Et puis le troisième sujet, c'est les infrastructures de recherche, parce que pour observer ne serait-ce que l'espace, il faut des télescopes. Pour séquencer l'ADN, il faut des séquenceurs, c'est des machines qui coûtent cher. Pour regarder l'intérieur d'un cerveau vivant, il faut une machine d'imagerie ARN, donc c'est des choses qui coûtent cher. Et si on veut observer l'ensemble de l'océan, je vais y revenir, il faut des réseaux de bouées qui parlent et qui se communiquent leurs données en réalité. Donc la structuration de la recherche est assez stable, maintenant assez bien stabilisée en France. Deuxième sujet, c'est les investissements d'avenir. Et le troisième sujet, c'est les politiques de sites et d'enseignement supérieur et de recherche. Donc je vais aborder ces trois sujets-là. Donc ce que je disais sur les établissements, c'est qu'ils ont un budget de base. On connaît le CNRS, le CEA pour l'atomique, l'INRAE pour l'agronomie, l'IFREMER pour la mer, etc. Comme leur budget ne bouge plus, le financement des unités de recherche se fait en complément de leur soutien de base par des projets qu'ils soumettent en concurrence à des appels à projets. Et tous ces appels à projets ont été rassemblés dans une agence nationale qui s'appelle l'Agence nationale de recherche, qui a un budget d'entre 500 et 700 millions d'euros suivant les années. Et puis,
des projets qui sont financés pour 3 ans, 3 à 4 ans, à 500 000 € l'unité. Et au niveau européen, qui représente 15%, entre 5 et 15% suivant les unités ou les instituts de leurs ressources. Ce sont les projets européens qui, eux, sont définis pour 7 ans. Le 7e programme cadre avait 70 milliards d'euros. Le 8e, qui va démarrer en 2021, aura 100 milliards d'euros. Donc il y a une forte augmentation de la dimension européenne dans la recherche. Voilà, c'était juste ça qui est peut-être à retenir. Si vous êtes intéressé à qui fait quoi en recherche, voilà l'outil qui a été mis au point par le ministère de la Recherche. C'est un outil qui s'appelle ScanR, qui permet de trouver, avec un mot-clé ou plusieurs mots-clés, ce qu'on peut rassembler comme information. Donc il rassemble de l'information qui est disponible sur Internet et il le structure autour des unités de recherche, des types de financement. Moi j'ai parlé de l'ANR, donc vous verrez les projets ANR apparaissent là-dedans. Les auteurs de publications et ce qu'on appelle les productions, donc les rapports, les publications. Donc on peut en fonction de mots-clés, savoir qui fait quoi en recherche. C'est un outil qui est assez puissant et qui a bien avancé en moins de 10 ans depuis que je suis au ministère de la Recherche, qui a bien progressé. Et pour illustrer la façon dont fonctionne l'Europe, voilà, il y a un commissaire européen, là c'était le commissaire Moedas, bon il a été changé parce que la commission a échangé, mais qui nous parlait de la recherche sur la mer, avec le dos à la mer, au Cap-Vert, il y a 2 ans, en 2018, c'est une belle réunion dans laquelle j'ai fait connaissance de personnes qui maintenant sont dans les commissions européennes sur les missions de recherche, notamment sur l'océan. Autre approche, j'ai parlé des unités de recherche et des publications. La connaissance se transmet par les publications et là, je voulais illustrer le directeur de l'INRA qui compare comment son institut, pendant 50 ans, a publié et compare avec quelque chose qui est comparable et dans toute modestie avec le département d'agriculture des unions des États-Unis. Et sa conclusion, c'était que finalement les thèmes de recherche sont à peu près les mêmes. Ils ne sont pas organisés de la même façon, mais on arrive à avoir les mêmes approches des parallélismes. Donc c'est assez rassurant de savoir qu'on retrouve des choses qui semblent intuitivement assez naturelles, même si on aurait pu se dire, entre deux bords de l'Atlantique, on fait la recherche totalement différemment, ce que certains discours laissent penser. On se montrait que la recherche est quand même quelque chose d'international, c'est ça que j'en retiens et qu'il y a beaucoup d'échanges internationaux. Deuxième volet, alors si je vais trop vite, Mao Zedong le dictateur, oui, on en a eu en Europe aussi, donc voilà, c'est pas propre de la Chine. Effectivement, j'ai regardé le commentaire. Alors deuxième aperçu des structurations, un point important pour la recherche, comme on l'a vu sur votre programme de première SVT, il y a les questionnements sur les progrès de la science. Donc le chercheur, il publie, il fait de la recherche pour accorder ses connaissances, il publie, mais à quoi ça sert? Et pour que la connaissance du chercheur passe aux utilisateurs, donc un ingénieur qui développe un procédé pour améliorer la fabrication du verre ou pour améliorer l'emballage des aliments, il peut y avoir des questions ou des questions de société. Est-ce qu'il faut manger, est-ce qu'il faut mettre des masques, est-ce qu'il ne faut pas mettre de masques, est-ce qu'il faut de l'hydroxychloroquine pour soigner un virus ou pas? Il y a une question de comment l'expertise fonctionne. C'est-à-dire que le chercheur, il transmet sa connaissance et le ministère avait senti assez longtemps qu'il y avait des conflits sur la façon dont l'expertise est mise en avant. Et donc, il a fait une charte en disant, voilà, les règles qu'il faut respecter. Et c'est important, si vous avez des contacts avec des chercheurs ou si vous faites de la recherche, d'avoir en tête le fait que l'expertise, c'est pas n'importe qui dit n'importe quoi. Et donc, il y a quelques règles. J'en ai retenu 4 sur 10. Il y en a 10 autres, mais qui sont assez, qui coulent de source, si j'ose dire. Le premier point, c'est que l'expertise, elle n'est pas indéfinie. Elle est sur un sujet donné. Il y a un objet, un calendrier, et on définit les conditions, et on ne demande pas n'importe quoi à n'importe qui. Si l'expertise lui demande un travail, il faut financer ce travail spécifique pour remettre les données en forme.
Donc, il peut y avoir une convention et dans certains cas, les établissements s'autosaisissent en disant l'alimentation, est-ce qu'on va pouvoir nourrir 10 milliards de personnes avec notre agriculture actuelle? L'INRA s'est autosaisie de la question en disant voilà, l'avenir de l'agroécologie. Donc, ils ont fait une expertise où ils ont fait la synthèse des connaissances. Deuxième chose importante, c'est que lorsque des parties sont concernées par l'expertise, il faut les associer, l'expertise. Elles doivent donner leur avis lorsque leur activité, leur existence peut être impactée par les résultats de l'expertise, pour prendre en compte leur vision du monde. Et voilà. Troisième chose, c'est bien sûr, qu'est-ce qui fonde la compétence des experts et quels sont les liens d'intérêt? Quel intérêt a le tel chercheur pour telle activité ou tel produit, tel médicament ou telle machine? Voilà. Et puis, quand il y a des incertitudes et des controverses, le rapport doit les mentionner. Alors, si je parle de l'expertise, c'est parce que l'expertise a pris une importance essentielle au niveau international, avec notamment sur le climat, le GIEC, le groupe international sur le climat, et plus récemment sur la biodiversité. Je suis obligé d'accélérer. Le GIEC, si vous allez sur les rapports du GIEC, vous verrez par exemple les graphiques sur l'augmentation du niveau des océans à gauche, sur l'augmentation des températures, des précipitations, augmentation ou diminution des précipitations sur la deuxième série, l'acidification d'océans. Et si on va sur le rapport de l'IPBES, celui de 2019, qui se trouve en ligne sur le site de l'IPBES, on trouve des données comme le fait que 75% des cultures alimentaires mondiales reposent sur la pollinisation animale et que les déficits de récolte par la dégradation des terres a une valeur de 500 milliards de dollars qui risque de venir chaque année par la disparition des pollinisateurs. Donc, c'est quelques chiffres qui permettent de faire réfléchir en disant il est urgent de dire que la question n'est pas pour demain, mais pour aujourd'hui. Voilà, et puis des graphiques, je les transmettrai, mais je ne vais pas rentrer dedans, mais on voit par exemple sur le graphique que la pollution atmosphérique est plus importante dans les pays les moins développés, que la consommation de matière par habitant est bien entendu la plus importante dans les pays les plus développés, etc. Donc ces graphiques sont disponibles. Alors je vais aller très vite, il me reste 1 minute pour les infrastructures de recherche, les investissements d'avenir et la politique de site. Donc sur les infrastructures de recherche, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une feuille de route qui dit quelles sont les infrastructures qui vont être importantes au niveau national et la même chose au niveau international. Et là, j'ai illustré avec des navires, des télescopes, des appareils pour faire du séquençage et voilà. Et donc, il y a des infrastructures sur l'océan, par exemple. Quand on dit les flotteurs Argo, c'est 3000 à 4000 flotteurs qui descendent en permanence à 1000 mètres ou 2000 mètres de profondeur, qui remontent une fois par semaine et transmettent leurs données sur ce qu'ils ont vu en température, en turbidité, en salinité. Et ces données permettent de voir comment évolue l'océan. Et c'est ça qui permet de fonder l'expertise du GIEC, entre autres. Il y en a bien sûr sur la terre profonde, les séismes, la biodiversité, les écosystèmes. Voilà, je suis désolé d'aller très vite là-dessus. Je vous aurai ça, les transparences et l'appel générique, donc les thèmes de recherche qui sont portés par l'ANR. Et alors, juste sur la politique de site, je reviens en arrière un petit peu sur... pardon. Voilà, la politique de site consiste à dire, en France, on avait 90 universités et autant d'écoles d'ingénieurs qui étaient éclatées, qui chacun avait leur vision. La politique de site, c'est rassemblé par région, donc 13 régions ou sous-régions, il y a des fois 2 sites pour une région, de rassembler pour qu'il y ait une politique d'enseignement et de lien avec la recherche et de lien avec l'économie locale. Donc ça, c'est un effort qui est mené depuis 10 ans, qui n'est pas très visible encore au niveau des étudiants, mais qui va prendre de l'importance, ne serait-ce qu'à Saclay, il y a le site Paris-Saclay. Et puis, alors, un exemple de site qui est coupé en deux, c'est qu'il y a l'Institut Polytechnique d'un côté et l'Université Paris-Saclay qui sont côte à côte parce qu'ils ont des visions quand même encore très différentes. Donc, la politique de site a encore de l'avenir pour
vraiment aller vers cette unification. Et sur l'Europe et l'international, j'en ai parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. Quelques exemples de structuration internationale. Au niveau de l'UNESCO, la France héberge la Commission océanographique internationale qui va lancer une décennie de la science des océans. Et puis, en termes d'exemples, et ça c'est pour terminer, c'est de dire que ce qui va être important dans l'avenir, c'est, comme les infrastructures, c'est des choses très complexes, c'est de travailler sur le partage des données. Ça a été réalisé en astronomie, c'est-à-dire que n'importe quelle observation d'un objet spatial par quelque direction que ce soit, quelques jours, quelque instant que ce soit, tout ça est rassemblé et on sait le retrouver 1 an, 2 ans, 10 ans après, parce que la gestion est faite au niveau mondial des données astronomiques. On espère arriver au même niveau pour l'observation de la Terre, des océans, de l'atmosphère, et on est encore moins avancé en ce qui concerne la biodiversité, avec le Biodiversity Observation Network qui démarre et une base de données qui s'appelle Global Biodiversity Information Facility, qui permet par exemple, lorsqu'un chercheur a vu photographier un albatros en Nouvelle-Zélande, de savoir, d'avoir ça en accès international. Ce n'est qu'un exemple. Et donc pour le futur de l'ingénieur, bien sûr la recherche pour la connaissance et l'innovation, les données d'observation, le partage des données avec les 4 critères, il faut qu'elles soient retrouvables, accessibles, interopérables et réutilisables pour permettre de répondre aux enjeux du politique publique sur le climat, sur la santé, sur la biodiversité. Et puis, j'ajouterais une dimension que je n'ai pas développée dans mon exposé, qui est la perception par la société, parce que beaucoup de choses ne passent pas lorsque la façon de les présenter à la société ne sont pas acceptables. Et donc, il faut s'intéresser à la façon dont l'émotionnel et l'affectif guident, même si ça fait partie des sujets qui sont travaillés par les prix Nobel d'économie, dont Kahneman en 2002, Jean Tirole en 2014, qui montrent que ce qui guide les sociétés, c'est pas forcément le rationnel, contrairement à la théorie économique, mais c'est l'affectif et l'émotionnel. Et en tant qu'ingénieur, donc, vous serez amené à gérer des connaissances et le lien avec votre propre affectif, votre propre émotionnel, y compris à travers ce que je vous ai dit. Voilà, écoutez, merci de votre attention. Je suis désolé, il reste peut-être quelques minutes pour répondre à des questions ou débattre ou prendre si vous avez des demandes de précision. Déjà, merci à vous pour la présentation, c'était très intéressant. Et j'espère que vous avez tous pu découvrir ou approfondir vos connaissances dans le monde de l'ingénierie et des recherches. Du coup, je vous laisse poser vos questions dans le chat, notamment. 58 sont restés présents. En tout cas, merci à tous ceux qui sont là. Merci à Victor. Et s'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser répondre à un petit questionnaire sur la séance pour avoir votre ressenti, etc. Pour un petit retour, parce que c'est le début pour nous, et vu que c'est une assez particulière, parce que c'est en ligne, du coup, je vais remplir le questionnaire que je vous mets dans le chat. le questionnaire, il est dans le chat? Ah non, vous laissez. Ah pardon, c'est pour les étudiants, c'est ça? Oui, c'est pour les étudiants, oui. Ah d'accord. Vous pouvez répondre si vous voulez, mais bon. Alors, j'ai une question. Quelles étaient vos fonctions dans les différents ministères? Alors, au ministère de l'Agriculture, j'ai été chargé de mission, donc j'ai monté des projets entre des laboratoires et des entreprises au tout début de ma carrière. Donc, c'était dans le domaine des biotechnologies essentiellement, à la direction de l'alimentation. Quand je suis revenu de Chine, j'ai été nommé sous-directeur de la recherche et de l'innovation à la direction générale de l'alimentation, et je m'occupais notamment de l'agriculture biologique, des labels rouges, de la recherche pour l'agroalimentaire. Donc en tant que sous-directeur, j'avais une équipe de 35 personnes. Et ensuite, je suis allé au CEMAGREF, donc l'institut de recherche qui maintenant est fusionné dans l'Institut de la recherche agronomique. Et j'étais responsable de l'unité qui travaillait sur les procédés frigorifiques, donc la chaîne du froid, la congélation, la réfrigération, etc. Et ensuite, au ministère de la Recherche, j'ai été 15 ans à différentes fonctions. Le point commun, c'est que je me suis beaucoup occupé des sujets marins et j'étais administrateur, représentant du ministère de la Recherche à l'IFREMER. Donc j'allais au conseil d'administration d'IFREMER.
J'ai été administrateur d'autres établissements, donc l'INRA, l'Institut de la recherche agronomique, le CIRAD, le BRJM et le Muséum d'histoire naturelle. Et j'ai travaillé sur différents sujets, dont le système d'information, la santé et l'environnement, la biodiversité. Globalement, c'est quatre grands sujets sur lesquels je me suis concentré parce qu'il y a beaucoup de sujets et de questions au ministère de la Recherche. Et accessoirement, il y avait un petit peu d'espace, un petit peu de ressources minérales, un petit peu d'agronomie et de santé, voilà, de santé alimentaire. Voilà, et donc c'était dans le secteur, j'ai fini au secteur scientifique, donc au service de la stratégie recherche, dans le secteur des sciences de l'environnement. Donc, il y a une autre question qui est pour qui est fait le métier d'ingénieur? Pour qui est fait le métier d'ingénieur? Eh ben, je dirais que il est pour les personnes qui ont besoin de ce que l'ingénieur a produit, et la difficulté, c'est de savoir de quoi les gens auront besoin. Alors, le marketing cherche à savoir comment répondre par les messages aux besoins du client, si j'ose dire, et l'ingénieur, c'est comment produire, comment trouver les ressources, les transporter, les amener à l'endroit où on transforme, faire tourner les machines. Globalement, c'était ça la vision de l'ingénieur. C'est-à-dire que l'école polytechnique a été créée par Napoléon, qui voulait avoir des gens qui savent calculer les trajectoires des obus de canon. On appelle ça, je ne sais plus quel corps, c'est le corps militaire, donc les gens qui fabriquaient les canons et qui savaient guider les canons pour atteindre l'ennemi. Donc l'ingénieur, quelquefois, il a servi beaucoup à développer des applications militaires. Maintenant, il cherche plutôt à, à trouver des moyens de faire ce dont on a besoin en émettant moins de CO2, voire plus de CO2, voire en trouvant des façons de capter le CO2 qui est dans l'atmosphère. Ou de fixer le CO2 dans le sol, par exemple, ou en utilisant du bois pour la construction, ou des choses comme ça. Donc, pour moi, les enjeux, ils sont là. Et puis, beaucoup dans le numérique, parce que même si l'intelligence artificielle arrive, je ne pense pas qu'elle remplace très rapidement toute la capacité des êtres humains à comprendre leurs congénères, à comprendre leurs besoins et y répondre. Donc, même si l'intelligence artificielle se développe très rapidement, il y a encore de l'avenir pour du numérique de base, je pense, mais de toute façon, les deux vont être liés. Je sais pas si voilà un peu ma vision telle quelle, sans y avoir plus anticipé que ça, mais Du coup, une autre question qui est venue, mais pourriez-vous nous donner un exemple de projet auquel vous avez participé? alors moi je suis pas un bon exemple d'ingénieur parce que j'ai pas inventé grand-chose à part faire des choses qui m'ont plu. Qu'est-ce que j'ai inventé? Je suis arrivé au CEMAGREF dans l'unité qui travaillait sur le procédé frigorifique. Et donc, il y avait des gens qui travaillaient sur les camions, des gens qui travaillaient sur les meubles de vente, des gens qui travaillaient sur les refroidisseurs, des gens qui travaillaient sur les frigos ménagers. Et ce que j'ai apporté à cette unité de recherche, c'est de dire, mais écoutez, c'est bien ce que vous faites, mais ce qui intéresse le consommateur, c'est de savoir si le saumon qu'on a pêché avec des listeria dedans, il va arriver sur la table du consommateur avec des bactéries, avec l'listeria qui sera en quantité critique ou pas, que ce soit du saumon ou du lardon ou autre chose. Et que pour ça, il faut modéliser ce qui va se passer dans toute la chaîne du froid. Donc on a monté un projet qui a permis d'aborder la question de la modélisation en couplant la modélisation thermique que savaient faire les chercheurs avec une modélisation microbiologique du développement des micro-organismes pour lesquels on est allé chercher des laboratoires de l'INRA et d'autres et de l'école euh, de, oui, de l'école d'agronomie d'agro qui est maintenant AgroParisTech. Voilà, c'est une des choses que j'ai faites. J'ai fait des petites choses, mais moi, j'ai pas été un grand inventeur dans ma carrière. J'ai pas géré de gros process de fabrication comme la fabrication du verre. Je suis toujours admiratif des gens qui font ça. J'ai plutôt été un généraliste.
apporter des données, apporter les bonnes réponses, chercher les bonnes informations aux gens qui me posaient la question, en ayant une analyse critique des sources d'informations. Donc mon travail il était plutôt dans l'analyse critique des sources d'informations et mettre en forme de façon lisible par des gens dont je savais que ils n'étaient pas scientifiques et qu'il fallait leur expliquer. Donc j'ai plutôt fait de la vulgarisation et du transfert. C'est un peu ma motivation, c'était plutôt que de faire de la recherche ou de l'innovation, c'était transférer les résultats de la recherche. J'ai une autre question du coup. Que pensez-vous de l'avenir de l'énergie nucléaire en France? Eh ben, c'est un sujet sur lequel je m'intéresse depuis que je suis confiné et que je suis à la retraite. Et j'ai beaucoup écouté, j'ai pris conscience de choses dont je n'avais pas conscience parce que le temps que j'avais ne me permettait pas d'y réfléchir, de la situation, de notre situation d'énergie. Donc, et je retiens maintenant qu'on est encore à 75% d'énergie carbonée en Europe. Et que si on veut atteindre le zéro carbone dans 10 ans, ben le chemin est ardu. Et comme je dirais, je pourrais faire le mien, le propos de Jean Covici qui dit ben, c'est comme un parachute ventral, on sait qu'on va tomber, et ben, il vaut mieux avoir un parachute ventral pour assurer sa survie à l'arrivée, parce qu'on n'a pas de pétrole chez nous, le charbon il est pas exploitable, encore qu'on pourrait y retourner, mais chercher dans les mines, mais reconstruire enfin, je pense pas que ce soit très gérable et donc et les énergies renouvelables vont avoir du mal à se développer rapidement vu la pression que ça fait sur des ressources minérales rares qui va aller faire les chercher dans le monde entier avec des conflits qui vont être sur des ressources qui vont être de plus en plus tendues, notamment sur le pétrole et ou alors au fond de la mer avec les risques d'incidence sur les écosystèmes marins qu'on ne sait pas anticiper. Donc voilà, donc je dirais que l'énergie, c'est le moins pire des énergies si on veut aborder la question du climat. Donc voilà, je me suis un peu approprié cette théorie de Jean Covici sans moi avoir d'action dans le nucléaire, à part le fait que je consomme de l'électricité et que l'électricité qui arrive chez moi, elle est à 50% nucléaire. Et que j'ai jamais été, même voilà, j'ai vu Tchernobyl, etc. Et j'ai vu Fukushima et que les catastrophes annoncées étaient moins pires que le Covid. Mais bon, après ça, c'est des questions de jugement de valeur, donc je me hasarderai pas là-dessus. Merci pour cette réponse. Je n'ai pas de questions, de nouvelles questions, disons. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on peut terminer là. Je sais pas. C'est intéressant pour ma part. Et pour revenir un peu sur ce que vous disiez, c'est vrai que disons entre l'IP Paris et le reste du plateau de Saclay, il y a une petite séparation et voilà. Oui, Et je trouve que c'est vrai que, disons que pour ma part, donc je suis en première année d'école d'ingénieur à Télécom Paris, je oui. trouve que disons que la question du climat a été pas mal posée cette année et justement on a eu des projets où il fallait un petit peu réfléchir dessus, etc. Et je sais pas si c'est récent ou pas que l'école d'ingénieur, notamment du numérique, commence à en parler, mais c'est vrai que pour ma part, avec mon exemple, etc., et je sais que cette année on a eu on était sensibilisés à ça et du coup c'était intéressant. D'accord, oui, oui. Bah, c'est vrai que quand on regarde voilà, les sujets, après régler la question du Covid, le sujet suivant, c'est qu'est-ce qu'on fait pour le climat et pour la trajectoire CO2, quoi. Alors la France est plutôt bien localisée dans l'évolution du climat, même si la Méditerranée va manquer d'eau, mais les pays voisins, Algérie, Tunisie, Égypte, vont souffrir du manque d'eau et du manque et de la diminution des exportations de pétrole pour se nourrir. Donc à la fois ils auront du mal à avoir les ressources pour les ressources financières en vendant leur pétrole, et ils auront du mal à produire leur propre alimentation. Donc on a des paysages devant nous qui est à regarder attentivement, quoi, pour voir comment ces choses évoluent, quoi. Tout à fait. Et l'Europe se donne un peu la mission d'être exemplaire, bah, un peu obligée compte tenu de ses ressources en pétrole, de dire que le climat est essentiel, mais de développer les stratégies qui permettent de se passer du pétrole. Donc je dirais que
la situation stratégique en termes d'accès aux ressources et la capacité à développer les innovations qui permettront de passer au zéro carbone vont de pair et l'Europe me semble plutôt bien placée et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à ajouter par rapport à un peu tout ce que vous avez dit ou autre. Ben, j'étais un peu rapide, je pense, et j'ai passé un peu de temps sur la première partie, mais je reste à disposition pour. Alors, je vais envoyer la présentation pour que vous ayez accès aux infos et puis la liste des sites que j'ai utilisés pour préparer cet exposé, pour aller chercher des infos. Donc, je vais l'envoyer. Alors, je vous l'envoie à vous, le diffuser, ou je l'envoie à Madame. Bah, je pense que c'est peut-être mieux de l'envoyer à la personne avec qui vous êtes en contact au PDR. Ça sera plus à même à renvoyer aux étudiants. D'accord, Moi, Madame Junette, d'accord, ok. j'ai Ben pas la liste d'accord, des ben, je lui étudiants. enverrai et puis elle Voilà. diffusera. Donc voilà, donc tout ce que j'ai pris comme graphique, j'ai trouvé les liens pour que vous puissiez y retourner et trouver les sources. Je pense que c'est important quand on fait un exposé de citer les sources, ça fait partie de la déontologie et du respect de la transparence. Donc je me suis astreint à cet exercice. Tout à fait, c'est vrai. Du coup, bah, je pense qu'on peut arrêter là. Donc, Merci. merci à toutes les personnes d'être restées jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu et que bah, du coup, vous avez appris de nouvelles choses et qu'on a répondu aussi à vos questions. Donc, je vous remercie et au revoir pour une prochaine conférence sûrement. Et Merci merci, à tous et bonne continuation. merci, au revoir.